Pour mettre en place un dialogue structuré jeunesse en Bretagne, l'enjeu principal est de mettre tous les acteurs de jeunesse autour de la table. Mais qui sont les acteurs de jeunesse aujourd'hui ? Je suis éducatrice de rue à la prévention spécialisée. Animatrice dans un accueil communal. Je suis conseiller en insertion pro en mission locale. Monitrice éducatrice dans un centre social. Animatrice en résidence jeunes travailleurs. Je suis éducatrice spécialisée dans un PAEJ. Je suis éducateur sportif dans un IME. Je suis conseiller principal d'éducation dans un lycée. La région Bretagne et ses partenaires du plan breton de mobilisation pour les jeunesses vous présentent les cafés coop jeunesse. Venez à la rencontre des acteurs jeunesse des territoires, une fois par mois, le vendredi, après la pause déjeuner. Bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau Café Coop Jeunesse, notre rendez-vous mensuel pour découvrir les acteurs et actrices jeunesse. Alors aujourd'hui, on va découvrir plusieurs acteurs et actrices jeunesse. On va parler d'une thématique qui est la santé sexuelle. C'est avant de présenter les personnes qui sont autour de moi, bien vous rappeler du coup de couper caméra et micro parce que les Cafés Coop sont enregistrés pour une rediffusion en ligne. Et donc, si vous voulez éviter d'apparaître sur la chaîne YouTube du plan breton de mobilisation, n'hésitez pas à couper votre caméra. Si vous souhaitez être présent sur la chaîne YouTube, laissez votre caméra sans difficulté. On prendra aussi l'ensemble de vos questions durant l'échange, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et mon collègue Pierre, qui est juste derrière l'écran, pourra nous les partager. Je me tourne vers vous pour commencer. Donc, du coup, on va parler santé sexuelle aujourd'hui. Et pour cela, je suis accompagnée de 3 personnes. Donc, Pauline Robinet, tu es docteure et référente régionale sur la santé sexuelle, la santé des femmes et les violences au sein de l'Agence régionale de santé en Bretagne, donc l'ARS. Adila Chambril, tu es coordinatrice pour le CORES, donc la coordination régionale de la santé sexuelle. Bon, on va décrire un petit peu le fonctionnement et l'organisation aujourd'hui. Et Benoît Maé-Gaudin, coordinateur et intervenant au sein de l'association Liberté Couleur. Je n'en dis pas plus sur Liberté Couleur pour l'instant. Pour commencer, du coup, peut-être pour les personnes qui sont présentes, leur expliquer qu'est-ce qu'on met derrière la santé sexuelle aujourd'hui. Alors déjà, côté ARS Bretagne, on se base, et comme tous les acteurs sur ce champ, on se base sur la définition de l'OMS, qui du coup prône une approche globale de la santé sexuelle, en fait, donc qui dépasse le cadre de l'absence de pathologie, de l'absence d'infirmité. Donc on est vraiment sur une vision de la santé sexuelle qui est globale, positive, inclusive et qui concerne à la fois la santé, le mental, le physique, le social. Et donc ça rappelle donc l'importance d'une attitude positive et respectueuse dans ce cadre, une possibilité de vivre une vie sexuelle épanouie, sans discrimination, sans violence et sans coercition. Et pour cela, l'ARS Bretagne a inclus la santé sexuelle dans son projet régional de santé. Donc le projet régional de santé, il s'étend de 2023 à 2028. Et c'est finalement la déclinaison en région des politiques nationales en santé, et c'est un outil de pilotage et qui permet de fixer des objectifs pour les 5 ans autour de cette thématique-là. Et donc, dans le projet régional de santé en Bretagne, on a un axe dédié à la vie affective, relationnelle et sexuelle, donc qui se base entièrement sur la définition que je viens de vous donner. Et c'est d'autant plus important dans les suites du Covid, où on se rend compte qu'il y a des vraies questions sur l'accès aux droits, sur l'accès à l'offre de santé, sur l'offre de prévention également, de bien rappeler la démarche globale en santé sexuelle. Et peut-être pour donner un petit peu quelques chiffres ou un peu la situation aujourd'hui en Bretagne des jeunes sur la santé sexuelle, est-ce que tu peux nous donner quelques... Oui, on a quelques chiffres parce que là, effectivement, le PRS, nous, on a fixé une grande thématique santé sexuelle. Et à l'intérieur, on parle évidemment de la santé sexuelle des jeunes, même si cet axe, il a vocation à être global. Et pour parler un petit peu de chiffres, donc je sais que je viens de dire que la santé sexuelle n'était pas que la partie sanitaire et médicale, mais bien sûr, les premiers chiffres qu'on regarde, ça reste quand même une partie sur l'état de santé, vraiment sur les chiffres sanitaires en tant que tels. Et pour ça, à l'ARS Bretagne, on travaille avec l'Observatoire régional de santé de Bretagne et on a un tableau de bord vie affective, relationnelle et sexuelle qui nous permet d'avoir un panorama sur la santé sexuelle des Bretons sur cette thématique-là. Qui va vous être renvoyé. Oui, c'est ça. Normalement, on a mis le lien pour avoir accès à l'étude complète. Mais donc, pour vous en dire quelques mots, déjà rappeler que la tranche d'âge des 15-29 ans en Bretagne, c'est environ 16% de la population bretonne. Donc, c'est quand même une part non négligeable des Bretons et des Bretonnes.
Et pour vous donner des exemples très précis, on va avoir des chiffres, par exemple, sur l'usage de la contraception. Alors là, par contraception, j'entends implant, pilule, dispositif intra-utérin. Et par exemple, on sait que ces dispositifs de contraception sont relativement plus utilisés en Bretagne que par rapport au reste de la France. Donc ça nous permet de nous rendre compte aussi du fait que que les dispositifs de contraception sont bien pris en compte par les jeunes en Bretagne. Et puis, on peut aussi parler, par exemple, de la consultation contraception et prévention. En fait, c'est un dispositif qui a été mis en place pour sensibiliser les jeunes sur les méthodes de contraception, les préservatifs, les vaccins, les IST. Donc, on reste encore très médical, mais c'est quand même une consultation importante à cet âge de la vie. Et en Bretagne, en 2024, c'est environ 26 000 Bretons et Bretonnes qui ont bénéficié de cette consultation-là. Et pour rester encore un petit peu sur les chiffres, on aime bien rappeler quand même les chiffres de la campagne de vaccination contre le papillomavirus, parce que c'est vraiment un acte de prévention, la vaccination, qui est assez simple pour prévenir des complications plus tard autour de ce virus. Et en Bretagne, en fait, on est en quelque sorte champion de France dans la vaccination des jeunes, puisque on a 73% des jeunes filles des jeunes filles de 15 ans, pour être précis, qui ont initié ce parcours vaccinal, alors qu'en France, le chiffre national, c'est 59%. Donc on est quand même très en avance en Bretagne, et on est la seule région de France à avoir atteint 50% des garçons impliqués dans l'initiation de ce schéma vaccinal. Et puis, pour parler un petit peu des IST quand même, on surveille aussi les chiffres des IST en Bretagne, et on voit, comme partout en France, qu'il y a une recrudescence, par exemple, des chlamydia, avec une augmentation de 13% chez les filles et 21% chez les garçons. Et puis après, je vous laisserai consulter l'étude, mais on a bien sûr des chiffres sur l'IVG, sur la santé reproductive. Et puis pour dézoomer un petit peu vraiment sur le sanitaire santé sexuelle, on a des chiffres sur les violences, on a des chiffres sur l'offre de soins, combien de professionnels sont dispo, par exemple pour la santé sexuelle, les gynécologues, les sages-femmes. Et ça permet d'avoir un panel assez complet sur la Bretagne. Et pour continuer de dézoomer des chiffres, est-ce que tous les trois, puis notamment aussi Benoît, vu que tu es en lien régulier avec les jeunes, qu'est-ce qui différencie le public jeune, entre guillemets, d'autres publics sur les questions de santé sexuelle? Je ne sais pas qui veut commencer. Pour liberté queer, moi, ce que j'ai dit, c'est déjà qu'il n'y a pas de public jeune. Ça ne veut pas dire grand-chose, le public jeune, parce qu'on a des jeunes Bretons et Bretonnes qui sont très différents les uns des autres, qui ont un outillage sur la question de la santé sexuelle qui va être très disparate d'un jeune à l'autre, selon ce qu'il y aura eu à l'école ou pas, ce qu'il y aura eu à la maison ou pas, que les relations sont entretenues avec les pères, etc., qui vont faire qu'on va avoir un degré, un seuil de connaissance qui va être très, très variable de l'un à l'autre. Et à côté de ça, la liberté queer n'intervient qu'auprès du public jeune. Donc c'est très difficile de faire une prise de recul qui me permettrait de dire voilà les spécificités du public jeune, si ce n'est de se rappeler quand même que les jeunes sont pas nécessairement à un âge de découverte de l'éducation, de la vie en relation affective et sexuelle, et que étant un âge de découverte, il y a des appréhensions, il y a des questions, il y a parfois de la hâte aussi de découvrir, que ce soit théoriquement ou en pratique, tout ce que peut regrouper le large champ de l'éducation à la vie relation affective et sexuelle. Et là-dessus, on a forcément un public qui va être plus curieux, qui va avoir moins de réponses peut-être qu'un public qui aurait 10, 20, 30, 40 ans de plus. Est-ce que vous souhaitez comprendre? Du côté des acteurs en santé sexuelle, puisque nous on coordonne les acteurs en santé sexuelle, c'est vrai que par rapport au public jeune, ça va être vraiment démystifier les structures. Parce que voilà, c'est des institutions, les centres de dépistage. Donc l'idée, ça va être vraiment de présenter les équipes avec des prénoms, des visages, pour que ça ne représente pas juste une institution, et de se permettre de pousser la porte. Voilà, ça va être vraiment là. Mais sinon, par rapport à la santé sexuelle, les tabous, les difficultés sont propres à l'ensemble de la population. Mais voilà, pour les professionnels, en tout cas, il y a une attention qui est donnée de vraiment se présenter, de démystifier un peu le côté institutionnel des structures en santé sexuelle. Et puis, je suis assez d'accord avec ce que disait Benoît, c'est que de toute manière, voilà, la tranche d'âge est en plein changement, que ce soit corporel, hormonal, en pleine construction aussi de leur identité. Donc, il y a beaucoup de questions qui arrivent, qui sont d'identité de genre, de sensibilité, le consentement, le rapport à l'autre. Et puis, moi, j'ajouterais qu'on est sur un public cible
particulier parce qu'il y a toutes ces vulnérabilités-là. Et au sein des jeunes, il y a aussi des profils de vulnérabilité qu'on retrouverait dans toute la population générale. Handicap, précarité, je reviens un peu sur les questions de genre, mais voilà, toutes les questions LGBTQIA+, c'est des jeunes qui sont particulièrement sensibles parce qu'en plein changement de leur côté. Et j'ajoute aussi la notion sur les réseaux sociaux. On sait bien que tout le monde va sur les réseaux sociaux, mais justement, dans cette période de construction, il peut y avoir une sensibilité particulière à l'information, la mésinformation, voire la désinformation sur les réseaux sociaux qui peuvent poser problème pour bien comprendre la santé sexuelle. Et pour commencer, non, pardon, tu veux On a une question du chat. super. Je me permets. Une question du chat. Est-ce qu'il existe des chiffres concernant les établissements scolaires qui parviennent à mettre en place du coup, l'éducation à la vie affective et relationnelle, affective et sexuelle? Alors, on a quelques chiffres, on pourra en reparler un petit peu après, mais parce que ça devance les questions qu'on va avoir sur les liens avec les autres partenaires. Mais il faut savoir que les programmes donc EVARS, éducation, vie affective, relationnelle et sexuelle pour les collégiens et les lycéens, restent pilotés par le rectorat. Donc, c'est surtout le rectorat qui gère cette partie-là, mais on a la chance en Bretagne d'avoir de très bons rapports entre l'ARS et le rectorat, donc on travaille activement sur cette question-là. On travaille notamment sur les partenaires qui peuvent intervenir dans le cadre des milieux scolaires. Après, il faut savoir que théoriquement, tous les établissements scolaires sont censés mettre en place ces séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et peut-être pour continuer dans le début de expliquer comment est structurée un petit peu l'organisation. Je ne sais pas si c'est très bien dit, l'organisation de la santé sexuelle en France, ou en tout cas en Bretagne. Quel est le rôle aujourd'hui de l'ARS sur ce sujet-là? Donc en rapport avec notre projet régional de santé, il y a 3 grands objectifs en fait qui se dégagent sur cette thématique-là. C'est d'abord tout ce qui est formation, information et accès aux droits et aux offres de soins de dépistage et de prévention. Le deuxième axe, c'est vraiment un enjeu d'améliorer l'accessibilité à l'ensemble de ces structures-là. Et sur le troisième axe, c'est vraiment permettre la mise en place de compétences autour de cette thématique. Et donc l'ARS en Bretagne a un rôle de pilote et de coordination. Et donc on soutient plusieurs structures dans cette thématique, dans une démarche partenariale. On a bien sûr le CORES que Adija va détailler un petit peu plus tout à l'heure, mais voilà, le CORES qui est en place depuis mars 2025, qui est notre structure de coordination régionale en santé sexuelle, mais on est aussi en lien direct avec plusieurs partenaires. Bon, bien sûr, Liberté Couleur, on a l'association Aide, on a le planning familial, on a spécifiquement en Ille-et-Vilaine, on a le réseau Louis Guillou, on a l'association Esquisse qui est une association LGBTQIA+. On soutient aussi une association qui est basée à Brest et à Rennes pour les travailleurs et travailleuses du sexe, donc qui s'appelle les Pétrolettes. On travaille aussi avec l'Amicale du Nid qui travaille sur les sorties de parcours de prostitution. On travaille aussi avec d'autres associations comme l'ENIPS, je pourrais en citer beaucoup. Et on a aussi des structures d'accueil, de dépistage. Pour commencer par les structures hospitalières, on a un centre spécialisé dans les hépatites qui reste des IST. On a les Cégides, on en reparlera peut-être, mais donc les Cégides, c'est les centres de dépistage anonymes et gratuits. En Bretagne, ils sont tous dans des établissements de santé, mais en tout cas, n'importe qui peut pousser la porte de ces Cégides pour avoir une information en santé sexuelle et une offre de dépistage. Et puis après, spécifique jeunes, on a tout ce qui est maison des ados, point d'accueil et couple jeunes, on a les centres de jeunes consommateurs, on a les services de santé étudiants aussi, et même si ce n'est pas piloté par l'ARS, il y a aussi tous les centres de santé sexuelle qui dépendent des conseils départementaux. Et puis donc, en tant qu'ARS, voilà, on a un enjeu de faire respecter les stratégies nationales. Donc là, c'est beaucoup de mise en lien entre tous nos acteurs. C'est aussi bien veiller à ce qu'on parle de santé sexuelle au global, donc le consentement, les violences. Et donc là, j'en ai parlé un petit peu, mais donc le rectorat est un de nos partenaires privilégiés sur cette thématique avec les programmes EVARS. Alors bien sûr, on ne parle pas des programmes EVAR. Les EVAR, éducation vie affective relationnelle, c'est pour les primaires et les maternelles. Là, dans notre tranche d'âge, on parle bien des EVARS, donc avec sexualité en plus à la fin. Et on est aussi très en lien avec le rectorat qui forme le corps enseignant sur cette thématique-là. Pour vous donner un exemple très précis, le rectorat nous a demandé des contacts
pour former les enseignants à l'endométriose. Donc, on a pu mettre en contact le réseau EndoBrace, qui est spécialisé sur cette question-là, avec les enseignants. Et donc, comme ça, les enseignants ont reçu une formation spécifique sur ce sujet. Et pour terminer, on a une convention aussi avec la PJJ à l'ARS, donc Protection judiciaire de la jeunesse, qui permet justement d'aborder ces questions de santé sexuelle, de violence sur ce public en particulier. Et sur les actions, on reviendra aussi avec toi, Benoît, puisque vous intervenez soit auprès de la PJJ, au sein aussi des établissements scolaires, donc tu pourras illustrer tout à l'heure. Mais avant, découvrir ce qu'est le CORES. Et donc, du coup, je vais, pour ne pas déjà, peut-être nous expliquer ce qu'est du coup le CORES, qui avant s'appelait Corévi. Enfin, voilà, nous expliquer un petit peu tout ce qui est derrière cette structure régionale de coordination. Donc, CORES, c'est la coordination régionale en santé sexuelle. Donc, effectivement, on a été mis en place l'année dernière, mais on découle vraiment de ce qu'on appelle le Corévi, coordination régionale VIH. Après, on nous a rajouté IST, et après, on nous a rajouté selon une approche de santé sexuelle. Donc, on voit bien que petit à petit, ça, parce qu'effectivement, pour travailler sur le VIH, il faut travailler sur les facteurs de vulnérabilité. Et donc, ça nous emmène à travailler sur le social, le bien-être, la santé mentale, donc à élargir. Les IST, c'est aussi d'autres vulnérabilités publiques un peu plus générales, ce qui nous a amené vers la santé sexuelle. Donc, on nous a rajouté selon une approche de santé sexuelle. Et au final, voilà, on a été nommé CORES, donc Coordination régionale en santé sexuelle, justement pour prendre la globalité de la santé sexuelle en charge, qui permet vraiment des partenariats. Il y a des différents aspects. Nous, on coordonne les acteurs, donc on n'est pas effecteur, mais ça permet vraiment d'avoir une harmonisation, voire aussi par rapport au territoire, essayer d'harmoniser aussi au niveau des structures, les pratiques, et de prendre en compte des publics qui échapperaient un peu au grand plan. Là, on a beaucoup parlé d'éducation nationale, mais quand on parle de public jeune, il y a tous les jeunes hors milieu scolaire, CFA, MFR, voilà, il y a tout un ensemble de jeunes, et du coup, c'est comment aussi on accompagne les structures en santé sexuelle, en fait, vers ces publics-là. Et du coup, pour bien comprendre, donc le CORES, comment c'est structuré et aussi quelles sont un peu les missions socles le CORES, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment un comité de démocratie sanitaire. Ça veut dire qu'au sein du CORES, il y a des associations d'usagers qui ont le même poids que les établissements, que les professionnels du médico-social, ça c'est le collège 1 et 2, le collège 3, donc les représentants d'usagers, et le collège 4, les personnes qualifiées ou ayant une expertise dans le domaine. Donc, c'est ce qu'on appelle la plénière, c'est l'ensemble des membres, donc il y a plus de 70 membres. On se réunit 3 fois par an, où justement on va poser les choses, avancer et réfléchir collectivement sur des sujets. Et ça regroupe vraiment une diversité d'acteurs et une diversité aussi au niveau territorial, ce qui permet que pendant ces plénières-là, justement, on puisse prendre en compte l'ensemble. Pour justement piloter et mettre un peu en œuvre, il y a un bureau donc, qui est élu, un petit bureau de 10 personnes, qui permet vraiment d'avoir la phase opérationnelle. Et moi, en tant que coordinatrice, j'accompagne ce bureau-là pour après décliner ça en plan d'action. Et ensuite, c'est les salariés du CORES qui vont, avec différents groupes de travail, mettre en œuvre ce plan d'action. Il faut savoir qu'au sein du CORES, il y a moi qui suis coordinatrice, il y a un coordinateur médical à 50%, et il y a un data manager. Donc ça, c'est pareil, c'est parce qu'il y a beaucoup de données en fait, en santé. Souvent, quand vous arrivez à l'hôpital ou dans des structures, on vous demande votre carte vitale, on vous donne des données, mais ils vont où ces données? Ça nous permet vraiment d'avoir une vision aussi des profils des personnes ou guider aussi les acteurs. Par exemple, le fait d'avoir des données sans des dépistages permet de dire, voilà, là, il y a beaucoup de personnes qui sont positifs à différents tests. Donc, on va accompagner les acteurs à cibler leur action de prévention ou à aller vers justement ce profil-là qui se dégage des données. Donc, c'est aussi important. Et il y a 3 techniciennes d'études cliniques qui, eux, pareil, vont recueillir les données, accompagner les acteurs un peu organisés, un peu trouver des outils pour récupérer les données. Pour nous, vraiment, dans le PRS, il y a une ligne qui s'appelle des données pour agir. C'est vraiment important aussi. Donc, schématiquement, l'organisation du PRS. Et du coup, les 5 grandes missions, je pense qu'elles vont être affichées. Il y a la première qui est coordonner les acteurs, mais aussi bien prévention, promotion de la santé, vraiment l'ensemble des acteurs, qu'on ait vraiment une vision commune.
On a une mission qui est justement d'accompagner les politiques à travers les données, les remontées de données. On a l'accompagnement des politiques aussi bien régionales que nationales, puisqu'il y a un CORES par région. À peu près, il y a quelques régions, il y en a 2 ou 3. Mais la majorité, c'est un CORES. Donc, ça permet aussi d'avoir un réseau, de s'échanger les bonnes pratiques et de pouvoir aussi mutualiser au niveau national les choses, donc coordonner et améliorer le parcours. Les parcours, donc ce que je vous disais, l'harmonisation des parcours et, euh, et avec justement comme outil soit la formation, soit le recensement des formations, le recensement des outils qui permet aux acteurs aussi d'avoir tout sous la main. Et est-ce que vous organisez des projets en propre ou vous soutenez des projets sur les territoires? Les deux. On va soutenir les projets sur les territoires, donc ça c'est la partie coordination, mais on va aussi des fois être à l'initiative de projets, comme des projets de formation, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de formation disponible, ou alors on aimerait avoir, on a monté 2 grosses formations, un sur l'éducation thérapeutique, qui était vraiment sur site avec les équipes territoriales, ce qui permet vraiment d'organiser le parcours durant la formation. Notamment sur la santé sexuelle avec les centres de dépistage et leurs partenaires. Ce qui a permis aussi d'adapter la formation en fonction des besoins de chaque territoire. Par exemple, dans le 56, on a vraiment travaillé sur le parcours avec les addictions. Dans le 29, il y avait besoin de construire un partenariat sur une autre thématique. Donc, voilà, ces formations sur site, ce qui est compliqué à organiser, parce que du coup, il faut que ça soit adapté à chaque territoire. Mais voilà, on va venir compléter au fait ce qui manque en termes d'offres. Et quand on a préparé l'échange, tu m'indiquais aussi les semaines de la santé sexuelle, c'est bien ça? Oui, on vient de les terminer. C'est 1 mois en Bretagne. Encore une fois, c'est comment... pas une semaine, c'est un mois. C'est une semaine par département. Okay, donc, c'est comment on adapte au fait à notre territoire. Pourquoi on n'a pas fait... On peut pas, nous, enfin en Bretagne, c'est un peu compliqué de faire ça sur une semaine parce qu'il y a des territoires qui sont un peu... dépourvus d'acteurs ou qui ont moins d'acteurs, et on a besoin des structures régionaux. Et donc, pour que chaque département puisse bénéficier de ces structures régionaux comme les NIPS, comme aide, comme justement le fait de séparer les semaines par département permet qu'ils aient aussi l'appui des structures régionaux sur leur territoire. Et qu'est-ce qui se passe? En quoi consistent les semaines? C'est énormément de choses. Donc, l'objectif des semaines, déjà, c'est déjà se créer une culture commune, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on vient du VIH, de l'IST, donc risque. Et avec la santé sexuelle, justement, il faut aborder la notion de consentement, de plaisir. Donc, il y a besoin de construire une culture commune. Donc, il n'y a rien de mieux qu'en travaillant ensemble. C'est faire aussi connaître au public et entre soi l'interconnaissance, parce que des fois, on ne connaît pas forcément l'activité ou les objectifs des structures vers lesquelles on oriente les populations. Et donc, le fait de connaître, on parlait de démystifier tout à l'heure, ça permet de travailler ensemble. Je connais plus facilement, je vais dire, tu peux aller à tel endroit, il y a Fabienne qui va t'accueillir. Et c'est beaucoup plus simple d'orienter. Oui? Nous avons une question. Concernant le CORES, est-ce qu'en tant qu'organisme de formation BAFA, avec l'obligation depuis 2023 de sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles, est-ce qu'on a la possibilité de faire appel à la CORES pour accompagner la formation de nos équipes de formation sur ce sujet? Nous, on va vous mettre en lien. Comme je vous disais, on coordonne. Donc, soit on va prendre l'expertise de notre cordeau médical sur les thématiques pour justement apporter, donc là, on va être effecteur avec vous. Soit on va vraiment vous mettre en lien en fonction des thématiques avec la structure la plus adaptée pour vous accompagner dans la construction de votre formation. Donc, on peut quand même prendre contact, mais on ne va pas être effecteur. Par contre, on va vraiment cibler l'éducation populaire, justement. Les temps libres des enfants, c'est des questions qu'on a eues, et notamment sur Lorient, avec la ville de Lorient. C'était pas forcément c'est l'éducation populaire, mais c'était plutôt animateur de quartier. On les a mis en relation avec le planning familial 56 pour justement mettre en place, parce qu'il y avait une demande très précise au fait sur leurs besoins. Justement sur les enfants auteurs et c'est vrai que les équipes d'animateurs étaient un peu en difficulté face à ça. Donc effectivement, on fait vraiment des mises en lien par rapport aux besoins, à la demande.
J'ai une autre question plus générale cette fois-ci. On revient peut-être sur les chiffres régionaux. Puisqu'on parle de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, un avis sur les chiffres alarmants de la prostitution chez les jeunes en Bretagne? Qui veut se lancer? Si je peux, vas-y. Déjà, chez les jeunes, on ne parle pas de prostitution, on parle quand même de risque et de violence. Il faut séparer vraiment majeur et mineur sur ces thématiques-là. Il n'y a pas forcément de données parce que enfin, ça va être différentes pratiques. Ça va être du michetonnage, c'est-à-dire des échanges de matériel par rapport par rapport à des échanges. Ça va être voilà, vraiment. Donc, il n'y a pas forcément de données. Par contre, il y a une vulnérabilité qui est poussée, notamment. Là, il y a pas mal d'enquêtes et de dossiers qui sortent sur les jeunes placés, les jeunes enfants placés. Et effectivement, en tout cas, dans le discours, voilà, mineur, on n'est pas sur la prostitution ou sur le travail du sexe, on est vraiment sur une violence qui est faite aux enfants. Pour parler de cette thématique-là, il y a une journée d'organiser, alors la date m'échappe, c'était peut-être il y a déjà 2 mois, qui était pilotée par l'Association de l'Amicale du Nid et la DRDFE, donc la Direction régionale à l'égalité femmes-hommes. C'est une vraie thématique, hein. On le sait, on sait bien que c'est difficilement quantifiable, mais on sait qu'il y a des chiffres alarmants, c'est sans doute le mot. Il faut savoir que actuellement, il y a quand même aussi des liens assez forts avec les services de l'État côté justice et côté donc gendarmerie sur cette question-là, avec par département la mise en place d'une brigade. L'acronyme précis m'échappe, mais je crois que c'est Maison des familles ou quelque chose comme ça. Je suis désolée, l'acronyme exact me manque. Mais voilà, une brigade spécialisée sur ces questions-là, sur les questions des violences sexuelles et sexistes pour les enfants. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, des accueils spécifiques, parce que comme le dit Adija, il faut bien faire la différence entre mineur et majeur, puisque voilà, c'est les victimes du système, il ne faut pas l'oublier. Mais donc, je vous invite à vous référer plutôt côté DRDFE sur cette thématique-là. Et pour parler de manière plus générale des violences, ça ne va pas être spécifiquement sur les jeunes, je suis désolée, mais il y a la structuration des maisons des femmes santé qui se fait sur l'ensemble du territoire. Et donc, ça amène tous les acteurs de cette thématique violence à travailler ensemble, département par département, puisque à terme, il va y avoir en Bretagne au total 7 structures d'accueil. Il y en aura une à Rennes qui est déjà ouverte, c'est la maison des femmes Gisèle Halimi au CHU de Rennes. Il y a la structure de Saint-Malo aussi qui fonctionne déjà, la maison des femmes santé de Saint-Brieuc également, et il y a des projets à Brest, Quimper, Lorient et Vannes. Et donc actuellement, les équipes sont en train de travailler ensemble côté sanitaire déjà pour construire la prise en charge sanitaire, mais il y a des liens qui sont faits avec toutes les associations qui sont touchées, qui abordent cette thématique des violences. Donc, il y a les CIDFF, les Centres d'information des droits des femmes. Je sais qu'il y a aussi SOS Victimes. Enfin, la liste serait très longue, mais en tout cas, dans chaque département, il y a une structuration autour de cette thématique-là. Et même si on parle de maison des femmes santé, on sait aussi que ce sont des structures qui vont accueillir les enfants des femmes victimes. Donc voilà, je raccroche un petit peu le wagon jeune. Et puis après, voilà, il y a toutes les structures dont on a parlé qui peuvent servir de point d'écoute, les maisons des ados, les points d'accueil écoute jeune, pardon. Donc on est conscient de cette réalité-là et il y a des travaux en cours, bien sûr. Et il y a une superbe asso qui fait des formations aux équipes et qui intervient aussi auprès des jeunes, ados sexo. Vraiment, qui en termes d'ateliers, de discussion avec les jeunes, vous trouverez leurs coordonnées, c'est l'ARAS qui pilote cet asso. Et puis, pardon, hein, je reviens juste sur la partie rectorat. On sait très bien aussi que les séances d'éducation affective, relationnelle et sexuelle peuvent déclencher aussi des révélations de ce type-là, de violence, de prostitution. Enfin voilà, on sait qu'il y a des thématiques comme ça qui peuvent ressortir au moment de ces séances-là. Donc il y a des travaux en cours pour former le corps enseignant à recevoir aussi ces témoignages-là, parce que c'est aussi dans ces cadres-là, hors cadre familial, qu'on apprend malheureusement des cas d'inceste ou des choses comme ça. Donc il y a une attention particulière qui est portée à tout ça aussi dans les séances EVARS.
Peut-être pour revenir sur ce qui est fait là, après avoir un peu compris le fonctionnement et la structuration du ce qui est très bien expliqué. Je voudrais juste préciser sur les semaines de santé sexuelle. En fait, on parle de la semaine de santé sexuelle parce que c'est une initiative nationale. Donc, il y a une date qui est sanctuarisée sur une semaine. Nous, en Bretagne, on a fait, comme l'a dit déjà, le choix de faire une semaine par département, ce qu'on trouve très bien, parce qu'on n'aurait pas le temps de tout faire en une semaine. Mais voilà, je voulais quand même saluer que les semaines de santé sexuelle sont une initiative bretonne à la base, qui ensuite ont permis une généralisation d'un point de vue national. Donc, Voilà. c'est important de le dire. Aussi, oui. Ce qui est un peu plus complexe, parce que c'est vrai que nous, on le faisait fin d'année. Et maintenant, c'est la semaine est en juin, donc il faut que ça soit calé. Donc, mais ça a permis quand même des initiatives, hein, puisque maintenant, le service sanitaire étudiant de l'UBS met en place un campus santé sous le même modèle que les semaines de santé sexuelle en septembre, parce que justement, c'est sorti des périodes. Donc, ça permet de faire vivre quand même la santé sexuelle tout le reste de l'année. On est heureux de vous avoir quand même autour de la table après un mois de... Je récupère. Peut-être avant de donner la parole à Benoît sur les actions de liberté couleur, juste peut-être rappeler aussi quelques dispositifs qui existent, qui sont peut-être connus, mais ça fait toujours du bien, je pense, de se rappeler ces dispositifs. Il y a 3 dispositifs ciblés jeunes, alors pas que jeunes pour le premier, mais qu'on voulait rappeler. Alors, je vais plutôt parler réduction des risques sur ces 3 thématiques-là. La première chose, c'est que l'ARS Bretagne gère depuis maintenant quelques années les commandes de préservatifs pour l'ensemble de la région. Donc, il y a 2 commandes dans l'année, une au printemps et une à l'automne. L'ARS a une enveloppe entre 95 000 et 100 000 euros dédiée à l'achat de matériel, puisqu'il n'y a pas que des préservatifs. Il y a des préservatifs internes, externes, de différentes tailles, avec ou sans latex. Il y a aussi des gels de lubrifiant qui peuvent être commandés. Et en fait, l'idée, c'est que voilà, l'ARS commande en grande quantité ce matériel-là, et permet à l'ensemble des acteurs de la région de se fournir auprès de nous. Il y a tout un système de commande et de livraison avec des points précis par département. Et donc, on a des écoles, on a des associations, on a quand je dis école, je parle de collèges, lycées, principalement, bien sûr. On a des associations, on a des conseils départementaux, on a des villes qui nous commandent du stock de matériel. Et ça permet de le redistribuer sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est du matériel qui est intégralement pris en charge et mis à disposition de l'ensemble des usagers. Donc, là, ça ne vise pas que les jeunes, mais ce matériel, il est dispo partout sur le territoire. Et donc, en complément, puisqu'on parle de préservatifs, et là, je reviens vraiment sur les dispositifs jeunes, puisque ce sont des dispositifs dédiés aux moins de 26 ans. C'est des dispositifs qui sont portés par l'assurance maladie, mais que je voulais vous rappeler. C'est d'abord la prise en charge de préservatifs pour les moins de 26 ans en pharmacie de ville. Il y a donc des préservatifs qui sont intégralement pris en charge par l'assurance maladie, disponibles sans ordonnance, et l'offre s'est grandement diversifiée puisqu'il y a maintenant des préservatifs externes et internes de disponibles, différentes tailles, avec et sans latex. Donc, je trouve que c'est quand même un moyen simple et efficace de se protéger et d'avoir une sexualité sereine et à moindre risque. Et je pense que c'est un dispositif dont les jeunes doivent se saisir puisque c'est mis à leur disposition. Et pour les plus de 26 ans, il y a quand même une possibilité d'accéder à ces préservatifs. La prise en charge n'est juste pas à 100%. Je crois que c'est environ 60% de prise en charge sur une boîte de préservatifs. Et donc, vraiment, en miroir de cette mesure sur les préservatifs, on a le dispositif qui s'appelle Mon Test IST et qui est une offre de dépistage qui regroupe un dépistage au VIH, à l'hépatite B, syphilis, gonorrhée et chlamydia. Et donc, le dispositif Mon Test IST, il est ouvert pour tous les moins de 26 ans qui sont assurés sociaux. Enfin, c'est comme les préservatifs, si c'est l'assurance maladie, ça reste les assurés sociaux. Et donc, c'est un dispositif qui permet d'aller en laboratoire de ville sans ordonnance et de recevoir une offre de dépistage complète avec les IST que je viens de citer. C'est quand même une chance de pouvoir se faire dépister partout en France, puisque le maillage des laboratoires de biologie médicale est quand même très important. C'est un dispositif qui est ouvert aux moins de 26 ans, qui est également pris en charge à 60% pour les plus de 26 ans, avec parfois les mutuelles qui prennent le reste. Ce qui est quand même important à savoir, c'est que si vous êtes mineur, il faut être accompagné d'une personne majeure en laboratoire de ville.
Et donc, on sait que des fois, c'est un sujet qui peut être un petit peu compliqué. Donc, dans ce cas-là, je vous rappelle, comme je l'ai fait au tout début, l'existence des Cégides, qui reste un accueil inconditionnel, gratuit et anonyme. Et donc, les mineurs peuvent être reçus au Cégide. Et vu que je vous ai parlé des assurés sociaux pour ces dispositifs-là, pour les personnes qui ne sont pas assurés sociaux, ils peuvent eux aussi se rendre au Cégide pour l'offre de dépistage. Et tu voulais également nous rappeler 2 numéros Oui. en lien avec le sujet d'aujourd'hui qui sont importants à rappeler. C'est ça. Je vous ai retransmis le numéro vert national IVG. Vous aurez voilà, une ligne d'écoute sur cette question-là et qui est en Bretagne grandement pris en charge par le planning familial qui permet un nombre d'heures d'écoute assez important. Et le deuxième numéro que je vous ai transmis, c'est le 119 pour les enfants victimes de violences. Merci. Après en avoir parlé 3 fois durant l'échange, je me donne enfin pour nous parler d'actions. Donc, Liberté de couleur que tu vas présenter porte des actions sur ces sujets-là, à différents publics jeunes. Et donc, tu voulais nous en présenter 2 aujourd'hui, un peu différentes, pour montrer aussi la diversité de ce que peut porter Liberté de couleur. Ouais, donc Liberté de couleur, c'est une asso de prévention et de promotion de la santé qui existe depuis un peu plus de 25 ans, qui est une asso régionale avec un siège à Rennes, mais des antennes également à Plérin, Quimper et Auray. Et donc, on intervient sur différentes thématiques, dont la thématique de la santé sexuelle. On est une asso qui n'intervient qu'en prévention en collectif, donc on ne fait pas d'accompagnement individuel de jeunes qui seraient en difficulté par rapport aux thématiques, aux sous-thématiques de la santé sexuelle. Dans ces cas-là, on réoriente vers des structures autres, dont on a nommé certaines d'entre elles depuis tout à l'heure. Et on intervient donc principalement en collectif auprès des jeunes, à 80% dans le scolaire, donc au collège, lycée, pour beaucoup de nos interventions, mais on intervient aussi en insertion sociale et professionnelle, en protection judiciaire de la jeunesse, et on intervient aussi en détention. Enfin, on peut avoir d'autres publics qui ne relèvent pas de... Et juste, pardon, dans le scolaire, c'est dans le cadre de EBARS que vous êtes mobilisé? Oui, en fait, on est agréé association complémentaire de l'enseignement, ce qui nous permet d'intervenir en complément de ce qui est déjà fait dans les établissements scolaires, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas à la place, on co-construit avec les établissements, avec les professionnels des établissements, des actions EBARS qui vont s'intégrer, on souhaite de plus en plus, dans des programmes plus larges de l'établissement, dans les projets d'établissement. C'est-à-dire que pour beaucoup de nos actions, par exemple en EBARS dans les établissements, on va être sur des actions qu'on pourrait qualifier de one-shot, c'est-à-dire qu'on va faire une seule intervention. Mais cette intervention, elle est censée s'intégrer dans un cadre plus global, avec d'autres interventions qui sont faites en interne par l'établissement. On vient apporter un complément, on vient apporter un regard, une expertise, un moment, mais qui se fait en plus de ce que l'établissement fait déjà, et en co-construction. Donc, je disais, on intervient plutôt toujours en collectif. On peut aussi intervenir auprès des professionnels, c'est-à-dire que Liberté de couleur est aussi organisme de formation. Et notamment, pour parler du scolaire, parce qu'après, je vais moins en parler, mais pour parler du scolaire, on propose notamment pour les établissements qui le souhaitent des accompagnements des équipes éducatives qui reviennent un petit peu avec des formations, c'est-à-dire qu'on va être sur plusieurs temps, aussi bien sur la thématique, sur les connaissances, que sur la posture, et que sur les techniques d'animation et l'outillage, pour faire en sorte de pouvoir accompagner des équipes éducatives dans les établissements scolaires, pour qu'elles puissent elles-mêmes mettre en place des actions. Et dans ce cadre-là, on peut, après les accompagnements, co-animer aussi, parce que souvent on a des professionnels de l'éducation nationale notamment, qui souhaiteraient mettre en place des actions, mais qui ne se sentent pas forcément légitimes, ou qui ont besoin d'être sécurisés, rassurés pour pouvoir se lancer. Et donc c'est aussi la possibilité de pouvoir co-animer dans un premier temps, avant que les établissements et que les professionnels des établissements se lancent de manière plus sereine en autonomie. Ça, ce sont pour les actions, on va dire, scolaires, mais on intervient aussi auprès d'autres publics. On intervient notamment sur... Je vais présenter une première action, donc sur la question du consentement, une action qui nous a été demandée, je pense que c'est le mot qu'on peut employer, par le tribunal judiciaire de Rennes il y a maintenant 4 ans. Le tribunal judiciaire faisait face à des situations avec des actes de violence sexuelle entre étudiants et étudiantes sur la ville de Rennes, et notamment souvent lors de soirées festives sous fond de consommation d'alcool ou d'autres drogues. Et il faisait face à des étudiants auteurs présumés qui, que ce soit peut-être dans certains cas une stratégie de défense, mais aussi dans beaucoup de cas en toute sincérité, on pourrait dire, ne voyaient pas en quoi ils avaient outrepassé le consentement de leur partenaire ou de leur victime selon le cas.
Ce qui a amené donc le procureur à beaucoup s'interroger sur comment on pourrait faire pour faire en sorte de ne plus pouvoir avoir des auteurs présumés qui arriveraient avec cette incompréhension-là, on pourrait dire. Et il nous a sollicité pour faire un projet de promotion du consentement, on va dire, qui visait à développer une culture du consentement. Dans l'idée, initialement, c'était plutôt de proposer une campagne d'affichage. Une campagne d'affichage, c'est très bien, mais ça ne suffit pas selon nous. Et donc, on a déployé un projet en 3 axes, on va dire. Un premier axe, c'est un axe de sensibilisation, c'est-à-dire que chaque année, depuis 3 ans, on sensibilise un peu plus entre 2000 et 2500 étudiants et étudiantes alors bientôt à l'échelle de la région Bretagne, mais jusque-là surtout sur le département brétilien, sur les questions de consentement, de violence sexuelle. On essaye notamment de ramener la question du consentement à comment est-ce qu'on en parle avec sa partenaire, comment concrètement on en parle, essayer de dédramatiser aussi les représentations qu'il peut y avoir sur ce que c'est de parler de consentement. Rappeler aussi que le consentement doit être libre, éclairé, en l'absence de pression, etc. Et on rappelle aussi quelles sont les violences, comment on les repère, qu'est-ce qu'on peut faire quand on accueille la parole d'une personne de notre entourage qui a été victime de violence, etc., etc. Donc on intervient sur des formats de 2 heures en général, 1h30, 2 heures, auprès soit de groupes de TD, soit parfois d'amphithéâtre. Moins les amphis, mais parfois on est un petit peu obligé de le faire. On s'éloigne un peu plus de l'éducation populaire, sachant que nos actions, je ne l'ai pas dit, mais se veulent toutes participatives, vraiment s'inscrire dans une tradition plutôt de l'éducation populaire, donc interactive, ludique, etc. Et ça fait la transition d'ailleurs avec le deuxième axe de ce projet, qui est la co-construction avec un groupe d'étudiantes d'un outil qui s'appelle Samachupa, qui prend la forme d'un jeu de cartes qui permet, il a été pensé avec et pour être animé par des étudiants, même si on pratique des professionnels l'animent régulièrement. Et c'est un jeu de cartes qui sert à aborder les questions de consentement sans parler forcément de situations de violence. C'est-à-dire que c'est un jeu de cartes qui parle de situations sur lesquelles on amène les participantes à se positionner. Et on a fait le choix d'avoir des situations, alors certaines peuvent être violentes, je ne m'enlève pas, mais beaucoup de situations qui peuvent être banales, qui peuvent être des situations de soirée assez classiques pour des jeunes, mais qui vont questionner la place du consentement, quel rapport on a au consentement, quelle place on lui apporte, y compris dans des considérations non sexuelles. C'est un outil qui est très chouette évidemment, mais qui est surtout téléchargeable gratuitement sur le site de Liberté Couleur, et dont la région Bretagne a financé cette année la réédition de 100 exemplaires, qu'on aura bientôt normalement, et donc il reste à définir la distribution. C'est quelque chose qu'on me demande souvent. Dernier axe de ce projet, c'est qu'on a co-construit avec des étudiants encore de l'ISA, donc une école de graphisme et de design à Rennes, une campagne de sensibilisation sur la question du consentement. Cette campagne, on l'a co-construite, c'est-à-dire que nous, on a sensibilisé les étudiants et les étudiantes sur la question du consentement. On les a accompagnés sur le fond. Lisa les a accompagnés pour la forme, et on a eu une quinzaine de projets qui ont été proposés. Un projet a été retenu suite à une exposition dans le cadre du festival Nos Futurs au Champ Libre, et on a, le projet qui a été retenu a été retravaillé, a bénéficié d'un affichage sur la ville de Rennes, sur les abribus de la ville de Rennes il y a maintenant 1 an et demi. Mais au-delà de cette première campagne, on a pu aussi rééditer une exposition avec à la fois le projet qui a été retenu, mais aussi d'autres affiches qui ont été finalistes de ce projet, entre guillemets. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui 3 expositions. 2 sont à Liberté Couleur et 1 à la région Bretagne, qu'on peut mettre à disposition des structures ou des établissements qui souhaitent, d'une manière un petit peu différente, pouvoir aborder ces sujets-là dans leur structure. Pour le projet culture du consentement. L'autre projet, j'ai fait le choix aussi de présenter un projet que Liberté Couleur ne porte pas, qui est le projet des passes premiers secours, qui se déploie de plus en plus en Bretagne. Les passes premiers secours, l'idée, c'est d'avoir sur une semaine, notamment pendant les vacances scolaires, pour des jeunes volontaires, la possibilité de participer à un parcours de formation, on pourrait dire, qui permet d'être sensibilisé à plusieurs thématiques pour, en tant que jeune, pouvoir être acteur, actrice de la santé et pouvoir être outillé pour répondre s'il y a quelqu'un de son entourage qui fait face à une situation en lien avec la santé au sens très large. Je dis au sens très large parce qu'il y a aussi bien donc, Liberté Couleur qui intervient dans plusieurs d'entre eux sur la question de la violation affective et sexuelle que
premiers secours aquatique, donc vraiment le sauvetage aquatique, parfois la formation de premiers secours en santé mentale jeune qui est proposée, etc., etc. Et je trouve que c'est un projet qui est intéressant parce qu'il rejoint d'autres projets qu'on mène à Liberté Couleur sur l'éducation par les pairs, qui nous semble être quelque chose qui est très intéressant, aussi bien pour les jeunes qui vont bénéficier d'actions qui sont portées par leurs pairs, puisque on dit souvent que rien de mieux qu'un jeune pour parler à un autre jeune, mais aussi pour les jeunes pères qui sont accompagnés, où là, on trouve que l'outillage est très intéressant, et notamment sur le plan du développement des compétences psychosociales, qui sont un facteur très protecteur pour les jeunes en santé, et qui permet de mieux s'approprier aussi des sujets de santé. Ça va pas être sympa parce que tu as le droit à 10 minutes. Non, mais c'est surtout on t'a pas permis de boire entre-temps. C'est vrai. Avant peut-être de conclure, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, moi, je vais vous poser une dernière question. Pas de questions. C'est un peu la question qu'on pose à chaque fois. Quel enjeu vous voyez enjeu avec, j'allais dire un S, mais du coup un X, sur ce sujet-là, en tout cas pour les prochaines années, si on peut dire comme ça, sur la question santé sexuelle et jeune. Alors, c'est une question assez large. Vous avez le droit de choisir qu'un. Peut-être. Nous, la vigilance qu'on a côté ARS, c'est, enfin, on a plusieurs, mais bon, la première, c'est, voilà, si je reparle de notre PRS dont je vous ai parlé au tout début, ne pas oublier que la santé sexuelle s'inscrit, voilà, dans la santé globale, qu'il y a des enjeux de santé mentale qui coïncident avec la santé sexuelle, des questions d'addiction, il y a toutes les compétences psychosociales dont Benoît a parlé, voilà. Il faut vraiment qu'on veille à ce que la santé sexuelle soit, comme toutes les thématiques de santé, en fait, qu'elles s'entremêlent tous et qu'on ne traite pas en silo chacune des thématiques. Aussi, on a une vigilance quand même sur les réseaux sociaux. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais voilà, rappeler tout ce qui est désinformation en santé. Je sais que cette année, il y a encore eu des études sur les représentations sociales qui persistent pour les personnes porteurs du VIH. À titre personnel, ça me sidère toujours qu'on puisse penser que les risques de contamination avec une personne séropositive restent importants, alors qu'à l'heure actuelle, quand on est correctement traité, correctement suivi, correctement pris en charge, on a une vie absolument classique. On peut avoir une vie de couple complètement épanouie sans risquer de transmettre le virus à son partenaire. Il y a des mesures de prévention qui existent, que ce soit pour la personne positive, que pour son ou ses partenaires. On peut devenir parent sans avoir de risque de transmettre le VIH à son enfant. Voilà, je pense que c'est quand même des choses qui échappent encore à certaines personnes, et je trouve ça dommage parce qu'on a une vie absolument classique en étant porteur du VIH. Et si je reste sur les réseaux sociaux, c'est des contenus masculinistes et misogynes. Enfin, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder la campagne du SIDAction qui a repris les codes du masculiniste pour évoquer les dangers de cette mouvance sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut absolument qu'on puisse outiller les jeunes pour avoir des décisions éclairées en santé sexuelle avec les bonnes informations. On sait aussi que, à contrario de la désinformation, parfois on croule sous les informations aussi. Donc il faut savoir comment avoir la bonne information au bon moment pour ma question. Et donc ça, je pense que c'est un point de vigilance assez important. Et à titre d'institution, on estime qu'on a un réseau en Bretagne qui est solide et structuré, notamment aussi avec la mise en place du CORES. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis à la RS Bretagne et j'ai eu le plaisir de découvrir un réseau en santé sexuelle assez conséquent, dynamique, et puis des acteurs qui se connaissent déjà bien. Donc nous, notre rôle en termes d'institution, ça va être aussi de rappeler tout ce qui existe déjà, parce que voilà, le système est peut-être pas tout à fait parfait, on sait très bien que c'est toujours perfectible, mais on a quand même beaucoup de choses qui existent à l'heure actuelle pour les jeunes et pour la santé sexuelle, et c'est important pour nous de les mettre en valeur. Que vous voulez compléter ou... Moi, je dirais, parce qu'on est côté acteur de la santé sexuelle, c'est vraiment, voilà, maintenant qu'on a bien travaillé sur l'interconnaissance, c'est justement faire connaître l'offre justement aux professionnels, que ce soit les professionnels envers les jeunes ou d'autres professionnels, et qu'ils n'hésitent vraiment pas à s'adresser aux structures en santé sexuelle pour, voilà, soit il y a une possibilité, soit on va orienter sur autre chose, mais voilà, s'il y a une problématique, vraiment, c'est vraiment la libération de la parole, comme pour tout, qui apporte le fait qu'on se structure
et qu'on aille sur aussi le côté positif, quoi. Déjà, pour apprendre à dire non, il faut savoir quand est-ce qu'on peut dire oui et vraiment travailler sur ces aspects positifs et globaux des choses, surtout quand on rentre dans la sexualité, c'est important aussi de garder la notion de plaisir. Je vais poursuivre, même si j'aurais bien sûr dit que c'était important de garder l'approche positive et notamment d'inclure la notion de plaisir quand on parle de santé sexuelle, parce qu'elle me semble primordiale. Là-dessus, de dire que quand même, il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors, je suis encore un petit peu jeune, je n'ai pas forcément connu toutes ces antériorités, mais de fait, on a une franche évolution sur l'approche en santé sexuelle, de sortir de cette approche centrée sur les risques pour avoir une approche beaucoup plus positive. Moi, la vigilance que j'aurais, c'est qu'on garde cette approche large, globale, inclusive de la santé sexuelle, qui peut être mise à mal, qui le sera peut-être dans les années qui viennent. Donc c'est quand même quelque chose qui nous semble primordial. Et l'autre volet, c'est de continuer bien sûr à sensibiliser les jeunes, mais aussi et surtout continuer à travailler sur les représentations et l'outillage des professionnels qui sont au contact des jeunes au quotidien, des professionnels, des adultes en général, des familles aussi, qui sont les plus proches et les plus à même de participer à cette éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle. Merci beaucoup, merci à tous les trois et merci aux personnes qui étaient derrière l'écran pour regarder ce webinaire. C'est le dernier avant l'été, donc on se retrouve en septembre, on est en train de construire la programmation, donc vous serez bientôt au courant de ce qui va se passer, mais on prévoit aussi des jolies choses, donc bon été à tous et toutes, et puis merci encore à vous trois d'avoir participé. Au revoir. Au revoir.